Alors aujourd'hui, cet après-midi, on ne va pas parler de dette technique parce que j'ai lancé la question sur Twitter et sur certains Slack. J'ai vu les débats que ça a déclenché. Donc je me suis dit surtout, on va éviter de prononcer ce terme. Et donc aujourd'hui, on va parler de code legacy et non pas de dette technique. Et surtout, on va commencer par voir en fait qu'est-ce que le code legacy a à voir avec Neptune. Parce que même si on ne voit pas forcément directement la relation, on va voir qu'on se trouve dans une typologie de problème assez similaire. La question par laquelle on va commencer, c'est qu'est-ce que c'est que ce code legacy? Et la définition que j'aime bien prendre, même si elle est quelque peu caricaturale, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, c'est un code où on souhaite apporter des changements, sauf qu'on ne le comprend plus, mais on continue à avoir de la valeur qui est fournie par ce logiciel. On comprend bien qu'un logiciel qui ne fournit plus de valeur, c'est un logiciel qu'on peut jeter, donc on n'a pas besoin en fait de chercher à le modifier. Et un logiciel dans lequel on a une parfaite compréhension de ce que fait le code source, pareil, on n'a pas de raison de s'en inquiéter, puisque normalement, on peut justement faire les refactoring et apporter les fonctionnalités nécessaires. De manière un petit peu plus précise, j'aime bien en fait aussi donner cette définition qui est un code qui n'a plus en fait de prédictabilité. Alors, un code qui n'a plus de prédictabilité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait que c'est un code où les développeurs n'ont plus de moyens en fait de savoir combien de temps va leur prendre une modification dans ce code. C'est-à-dire que vous demandez à un développeur combien de temps c'est censé prendre, généralement il va vous donner une réponse parce qu'il n'ose pas vous dire j'en sais rien, mais en vrai dans sa tête il est en train de se dire ça va être la merde, et généralement ça va prendre 3 ou 4 semaines là où le développeur vous avait promis que ça allait prendre 2 jours. Et encore je suis assez sympathique. Dans certains cas, on peut carrément aller jeter toutes les modifications qui ont été tentées à la fin. C'est aussi un code dans lequel, en fait, il y a une corrélation qui a disparu, c'est celle entre la complexité du métier et la complexité du code. C'est-à-dire qu'en fait, dans un logiciel qui, on va dire, est en bonne santé relative, normalement, un petit changement métier est censé entraîner un petit changement du code. Et un gros changement métier, un gros changement du code. Il n'y a pas de surprise, les stakeholders ne sont pas en train de se dire qu'est-ce qui se passe, puisqu'en fait, quand ils demandent un gros changement, ça prend du temps, et quand ils demandent un petit changement, ça prend pas trop de temps. Dans un projet legacy, eh bien, malheureusement, juste changer la couleur d'un bouton peut commencer à prendre 2 semaines, et forcément, en face, on a des gens qui commencent à se dire mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien branler, et pourquoi je les paye aussi cher pour ce genre de choses? Et puis enfin, quand on dit qu'il n'est pas prédictible, c'est qu'il est aussi pas prédictible sur quand est-ce qu'il va se casser. C'est un logiciel, et bien des fois il tombe en panne et on ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, et on ne sait pas quand ça va arriver. Et ça, c'est généralement le point le plus difficile pour le business, parce que là, en plus, c'est les utilisateurs finaux qui en sont les premiers concernés. Donc pour moi, c'est vraiment ça, en fait, un logiciel et un projet legacy, c'est un projet qui a perdu la prédictabilité sur ces différents éléments. Il y a une autre définition qu'on peut prendre, bien évidemment, c'est la définition qui est souvent utilisée par les praticiens du TDD, et c'est de dire en fait que tout simplement c'est un code qui n'a pas de test. Pourquoi? Eh bien pour ça en fait je vais tout simplement donner la parole à Michael Feathers, et il le dit assez bien, la plupart du temps, la peur qui est induite par le fait de faire des changements dans une code base conséquente est une peur d'amener des petits bugs vicieux qui risquent de se révéler que beaucoup plus tard. Et donc, on se retrouve dans une situation, on va dire, assez problématique, où les modifications que l'on fait apporter au logiciel, on n'a aucune idée de savoir si elles sont en train d'améliorer ou de faire empirer la situation au global. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les projets legacy, c'est qu'en fait, on fait des modifications en serrant les fesses, parce qu'on ne sait vraiment pas si on n'est pas en train de déclencher une cascade de merde dans les heures qui vont suivre la mise en prod. Mais surtout, et là, encore une fois, c'est une idée de Michael Feathers, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Et en fait, c'est très intéressant de réfléchir en fait sous cette forme-là, de dire c'est un problème inverse, parce que dans le code, on a tendance en fait à avoir ce qu'on appelle des forward problèmes, c'est-à-dire en fait des problèmes où il y a des causes qui provoquent des effets. C'est-à-dire qu'on a écrit du code source,
et on s'attend à ce que ce code source ait un comportement donné. Un développeur, normalement, c'est son métier. Il est censé écrire le code qui est censé fournir les effets attendus. Et un développeur, normalement, c'est ce qu'il va faire. Il va donc construire un ensemble de causes via son code source pour obtenir des effets attendus. Quand on parle de projet legacy, eh bien malheureusement, on est souvent dans une situation inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que le logiciel fait quelque chose, mais on n'arrive plus à savoir, en fait, d'où ça vient. Quelle partie du code source, quelle partie du logiciel est responsable de ces comportements. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que là, ça permet simplement de dire les problèmes, et en fait, la résolution de problèmes inverses, c'est un skill set qui n'a rien à voir avec la résolution de problèmes qui sont en forward thinking. Et ce qui fait que nous, en tant que développeurs, on est entraînés, on est formés à, en fait, ne pas savoir résoudre les problèmes qui sont posés par le legacy, qui sont des problèmes où on est obligé d'inverser complètement la causalité des systèmes que l'on est en train d'étudier. Et en fait, c'est en ça qu'on peut faire le rapprochement en fait, avec Neptune. C'est qu'en fait, Neptune, ça a été une des principales découvertes qui ont été liées justement en fait, à l'utilisation de ce qu'on appelle un problème inverse pour justement découvrir un objet dans notre système solaire, puisque c'est Adam et Le Verrier qui en fait vont se rendre compte que Uranus a une trajectoire qui est étrange, et donc en fait ils partent d'une observation, et de cette observation, ils vont réussir effectivement à prédire la présence d'une planète, et effectivement, cette planète sera bien là, et c'est la planète Neptune. Et c'est bien ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que dans le legacy, on est un peu dans cette situation de Adam et Le Verrier, c'est-à-dire qu'en fait on observe qu'il y a un truc qui se passe, et on n'arrive pas trop à savoir en fait qu'est-ce qui l'a provoqué. Moi, je m'appelle Arnaud Lemaire, je suis développeur dans le logiciel, et sur Internet, on peut me trouver soit sur mon site lilobase.me, soit sur Twitter sous @lilobase. Alors, il y a quelque chose d'important, avant qu'on continue ce talk, c'est de préciser que ce talk, c'est avant tout un talk sur des considérations stratégiques et pas un talk sur des considérations tactiques. Donc, c'est un talk, en fait, déjà, où on ne va pas se poser la question de comment on en est arrivé là. On va en parler très, très rapidement, mais ce n'est pas le sujet. Comment on en est arrivé là, c'est le sujet d'un autre talk que j'ai déjà donné, qui s'appelle « Entropie du logiciel et dette technique », et dans lequel je prends beaucoup de temps pour voir un petit peu tout ce qui peut nous amener dans ces situations. On ne va pas non plus parler de la définition de la dette technique, de la définition du software legacy, au-delà de celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire un logiciel où on a perdu la prédictabilité. Et on ne va pas voir en fait de tactique pour reprendre du code, parce que malheureusement, et ça c'est le premier point, c'est que chaque situation est différente. Il n'y a donc pas de recette magique à comment récupérer son projet legacy. Vous êtes obligé, malheureusement, de mettre les deux mains dans le cambouis, et souvent dans la merde, avant de pouvoir avancer. Et chaque projet étant assez spécifique, ayant son propre métier, sa propre histoire, c'est malheureusement quelque chose qu'il faut adapter à chaque situation, et donc je ne veux pas vous donner de grandes recettes où derrière on irait me dire oui mais Arnaud il a dit qu'il fallait faire comme ça, et que en fait pas du tout, parce que ce que Arnaud pourrait dire ça n'est adapté qu'à un contexte très spécifique. Donc on va plus voir des aspects stratégiques, et on va commencer par effectivement un très rapide recap en quelques minutes de bon, comment on en est arrivé là quand même. Alors, déjà, en fait, il faut bien comprendre que l'apparition du code legacy, ça paraît en fait inéluctable parce que c'est inéluctable. Un logiciel, en fait, a cette tendance naturelle à aller vers du legacy. Donc, la première chose, en fait, c'est de vraiment comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être surpris de se retrouver face à un logiciel legacy. C'est juste que c'est normal, si on ne fait rien, qu'on se retrouve avec un logiciel legacy entre les mains au bout d'une période qui peut aller de 2 semaines à plusieurs années. Ça dépend après de la vitesse à laquelle les développeurs ont réussi à faire n'importe quoi dans le code. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'on ajoute des lignes de code, on ajoute de la complexité dans le logiciel. Cette complexité, elle va augmenter en fait ce que j'ai souvent appelé l'entropie du logiciel, c'est-à-dire en fait le désordre qu'il peut y avoir au sens informationnel dans le code source. Et c'est cette entropie qui progressivement en fait va rendre le code source assez obscur pour les potentiels développeurs qui vont arriver dessus. Et malheureusement, un logiciel, on se rend bien compte que dans son cycle de vie,
c'est assez rare les moments où on peut lui retirer du code. Un logiciel, il a un peu cette tendance à une obésité morbide vis-à-vis effectivement du nombre de lignes de code. C'est que pour continuer à être utile dans un contexte donné, très souvent, il faut continuer à lui ajouter des fonctionnalités, à adapter le fonctionnel existant, et donc il faut continuer à ajouter des lignes de code qui vont le tuer petit à petit. Et ça, en fait, c'est le grand message. Vous devez être prêt à laisser votre logiciel mourir. Parce que très souvent, le problème que l'on voit en fait dans les organisations, c'est que les organisations en fait essayent de maintenir en vie un logiciel qui cherche en réalité à mourir à tous les instants. Et vous avez une superbe équipe de TMA qui est effectivement à son chevet pour essayer de le faire tenir encore une semaine de plus. Et vraiment, le message ici, c'est d'accepter cet état de fait. Beaucoup trop, malheureusement, d'équipes et d'entreprises sont attachées à leur logiciel à un point qui n'est pas très souvent très sain, et donc ne veulent ne pas laisser mourir leur logiciel à tout prix et à n'importe quel coût. Alors, quand je dis qu'il faut laisser le logiciel mourir, il y a quand même une petite astérisque. Et l'astérisque, en fait, c'est qu'il faut que vous soyez prêt à laisser des parties de votre logiciel mourir. On se doute bien que on ne va pas, si jamais en tout cas un logiciel fournit ou un système d'information fournit de la valeur, on ne va pas en fait le débrancher du jour au lendemain. Par contre, il faut réussir à se mettre dans une situation où l'on peut accepter que des parties du logiciel qui souhaitent mourir maintenant, qui sont arrivées en fin de leur cycle de vie, puissent être débranchées du reste du système et remplacées par de nouveaux composants qui seront effectivement plus à même de fournir le fonctionnel attendu dans de meilleures conditions. Et en fait, le souci, il est là. C'est que très souvent, le logiciel, en fait, a été conçu d'une manière qui fait qu'on n'arrive plus à accepter qu'une partie de celui-ci veuille mourir, puisqu'en fait, cette partie, elle entraîne tout le reste du système d'information avec elle. Et donc, on se retrouve, en fait, dans une situation où on ne peut pas laisser le logiciel, même qu'une partie de celui-ci, mourir. On est obligé d'accepter que soit l'ensemble parte à la poubelle, soit qu'on soit obligé d'essayer de maintenir en vie tout ce bordel. Et c'est vraiment ça, en fait, ici, où va se trouver une partie des tactiques, c'est qu'il faut être capable de se mettre dans cette situation où le reste du logiciel ne meurt pas quand il y a une partie de celui-ci qui a commencé à dégénérer. Il y a effectivement une maxime d'architecture que je trouve très intéressante, et en fait, tout simplement, qui se dit « écrivez du code qui est facile à supprimer et non pas du code qui est facile à étendre ». Parce que, malgré le fait que, d'ailleurs, très souvent, on entend en architecture logicielle prévoyez le fait que l'on puisse étendre les capacités de votre système, en réalité, on se rend compte que c'est ce qui amène en fait à cette espèce d'obésité morbide, c'est qu'on va pouvoir toujours étendre des choses existantes, là où des fois, il faudrait simplement supprimer un morceau de code et le remplacer par un nouveau. Et donc maintenant, effectivement, c'est ce que j'ai tendance à conseiller, écrire du code où la suppression de celui-ci sera simple, et non pas un code qui est facile à, on va dire, rendre obèse. C'est un process qui est naturel, mais c'est un process sur lequel on peut quand même avoir une action en tant que développeur et une action en tant qu'entreprise, puisqu'on peut quand même réussir à ralentir ce phénomène. Alors, le premier, et on va dire élément assez évident, c'est les techniques de refactoring. Le refactoring, c'est quoi? C'est qu'on ne touche pas au fonctionnel du logiciel, par contre, on améliore la façon dont celui-ci est exprimé dans le code source. C'est ça l'idée du refactoring, et le principal objectif du refactoring, en fait, c'est justement de réaligner les complexités entre la complexité qui commence à apparaître dans le code source et la complexité du métier. Je l'ai dit avant, avoir une architecture logicielle de bonne qualité, c'est quelque chose qui est nécessaire sur le long terme. Malheureusement, simplement le refactoring et savoir écrire du clean code n'est pas suffisant, parce qu'en fait, il faut non seulement savoir écrire du code qui tient dans le temps, mais il faut en plus savoir comment on assemble ce code au sein d'un système d'information qui souvent a des dizaines de logiciels, quelques millions de lignes de code et qui va vivre plusieurs dizaines d'années. Donc là, vous avez aussi des capacités et des besoins en termes d'architecture logicielle et de design du logiciel qui ne sont pas les mêmes que simplement savoir écrire un code qui est lisible par l'autre développeur. Et enfin, il faut comprendre effectivement que la notion de dette technique n'est pas directement liée à la notion de legacy. Je vous renvoie pour ça sur mon autre conf. Mais c'est effectivement un phénomène qui peut accélérer le problème très très vite si justement on ne sait pas la gérer. La question qui reste donc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé à cette situation? Et malheureusement, je vois beaucoup d'équipes et souvent en fait des développeurs, quand ils arrivent sur un projet, qui ont un peu cet état d'esprit. Étant tout cramé pour repartir sur des bases saines,
Et je dois avouer que quand on arrive sur certains codes, c'est un petit peu l'envie qu'on peut avoir. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? On ferait mieux de tout foutre au feu. Et au moins, ça nous permettrait effectivement d'avoir la chance de repartir sur une situation, on va dire, que l'on saura maîtriser. Le problème dans celle-là, c'est qu'on le verra après, une refonte, ça se passe rarement bien. Vous n'avez toujours pas traité les causes de votre problème. Et vous ne devez surtout pas oublier, en fait, que si on est dans cette situation, c'est qu'il y a une bonne raison. Et même si j'ai effectivement moi-même été quelqu'un, on va dire, qui est arrivé sur un code source et sur un projet en me disant « mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu branler de cette bande de débiles dégénérés ?» C'est quelque chose que maintenant je m'interdis à avoir. Il faut en fait bien comprendre que vous-même, vous êtes le débile dégénéré de quelqu'un d'autre. Et avoir de l'empathie justement pour cette personne, c'est très important. De comprendre en fait que cette personne, très souvent, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec l'état de ses connaissances, la pression qu'elle pouvait avoir à délivrer du logiciel et effectivement le contexte d'entreprise dans lequel elle était en train d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose déjà de très important. C'est que tous ces projets, en fait, legacy, tous ces projets de refonte, tous ces projets de réécriture, il faut toujours les aborder avec une grande empathie pour les équipes, histoire justement de comprendre, en fait, ce qui s'est passé, de comprendre l'histoire du projet et de comprendre, en fait, tout le contexte de ce projet. Et c'est pour ça qu'arriver sur un nouveau projet et au bout de 2 jours dire non, non, mais on va commencer à réécrire toutes ces parties-là du logiciel, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'en réalité, pour l'instant, on n'a absolument rien compris du contexte de l'histoire de ce projet. Peut-être qu'il y a de très très bonnes raisons à ce qu'aujourd'hui, le code source soit dans cet état. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument passer par une phase d'observation, souvent de plusieurs semaines, histoire de bien comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, et ce que l'on peut faire par rapport à tout ça. Donc, on va parler un petit peu maintenant de stratégie, effectivement, que l'on pourrait avoir au niveau du code. Alors, au niveau du code, très souvent, il y a une question qui revient et qui, on va dire, a tendance à m'agacer quelque peu. C'est des gens qui viennent me dire quand est-ce que je suis censé donner du temps à mes développeurs pour qu'ils résorbent la dette technique? Est-ce que je suis censé prévoir un sprint tous les 2-3 mois afin que l'on mette les tickets de dette technique ou les tickets de bugs que l'on avait empilés dans un mur? Ou est-ce que je dois leur laisser une demi-journée par semaine ou toutes les 2 semaines en fin de sprint? Je leur donne une demi-journée et allez, je suis un grand seigneur. Ils vont enfin avoir l'occasion de corriger cette dette technique dont ils se plaignent en permanence. Et en fait, très souvent, quand j'entends cette question, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai envie en fait de reposer cette question à l'inverse, et qui est tout simplement de dire, est-ce que vous préférez aller chez le dentiste 2 fois par an ou vous brosser les dents tous les jours? Et vous ne pouvez pas faire les deux. Et là, on sent bien en fait que la question, elle est un peu con. Parce que dans les 2 cas, vous avez une situation qui dégénère à la fin. Et donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on parle justement de tâches de maintenance sur le code source, c'est des tâches de maintenance qui doivent à la fois être permanentes, à la manière d'un brossage de dents quotidien, et des fois, il faut effectivement leur donner un peu plus de temps pour pouvoir justement en fait avoir des chantiers plus conséquents. Et donc, on ne peut pas en fait faire ce choix entre est-ce que je laisse un peu de temps ou est-ce que je leur donne de temps en temps un gros morceau. Et surtout, c'est pas parce qu'ils ont eu un gros morceau que maintenant, ils doivent absolument sortir de la nouvelle fonctionnalité et que la dette technique, on verra plus tard, pour l'instant, ça marche. Pour ça, notamment, il y a une règle assez simple qui est la règle, effectivement, de toujours laisser le camp de base plus propre que on a trouvé, une règle des scouts, qui est notamment nommée justement la règle des Boy Scouts, qui a été popularisée par Bob Martin, mais je trouve que ça reste effectivement quelque chose d'intéressant à rappeler quand on travaille sur un code source. Essayons de l'améliorer au même moment que l'on est en train de le travailler. Par exemple, si vous avez un bug, vous allez tout simplement mettre un test pour pouvoir justement en fait vous assurer que si ce bug devait réapparaître, on saurait le détecter avant la mise en production. Il y a juste un point qui est très important parce que là aussi c'est souvent une des causes, on va dire, où cette approche ne marche pas très bien, c'est qu'on ne peut pas à la fois ajouter du fonctionnel et refactorer en même temps. Ajouter du fonctionnel, c'est modifier effectivement ce que fait le logiciel aujourd'hui. Refactorer, c'est on ne touche pas à ce fonctionnel et on change la structure du code. Et il ne faut surtout pas faire les deux en même temps. Si vous essayez d'ajouter du fonctionnel en même temps que vous changez en profondeur la structure du code, eh bien c'est là généralement vous avez de gros soucis qui démarrent et vous avez un petit truc qui était censé prendre 2 jours qui commence à en prendre 2 semaines où plus personne ne sait exactement où est-ce qu'on en était et on finit par
écraser absolument toutes les modifications qui avaient été faites. Donc ça, c'est un truc à retenir, c'est que quand on est dans cette situation, on ne s'amuse pas à ajouter du fonctionnel et à lancer du refactoring en même temps. Comme je vous le disais, quelque chose d'assez sympa, c'est à chaque fois que vous avez un bug, arrangez-vous pour mettre quelque chose qui reproduit ce bug, ensuite corrigez-le de cette manière. Progressivement, vous allez éliminer les possibilités pour le logiciel à avoir des bugs qui reviennent sans cesse. Parce que autant un utilisateur final peut, on va dire, vous passer l'éponge pour un bug, mais si ce bug ne fait que revenir, je peux vous garantir qu'assez rapidement, il va quand même se dire ça va être une bonne bande de branques en face. Et enfin, je pense que tout le monde l'a déjà vu, une maison ordonnée a tendance à rester ordonnée, une maison qui est un peu en pagaille a tendance à accumuler de la pagaille à une vitesse qui, des fois, défie l'entendement. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la fenêtre brisée. Alors, même si en maintien de l'ordre, il n'est pas forcément prouvé, c'est quand même une bonne chose, effectivement, d'essayer de se dire on ne laisse pas le code dégénérer, on essaye constamment, par petites touches, de faire le petit extra step qui souvent ne prend pas beaucoup de temps hein, et qui permet effectivement de le laisser en meilleur état. Ces éléments, c'est principalement ce qui va permettre effectivement d'éviter, de ralentir en tout cas au maximum l'apparition du projet sous une forme legacy. Un autre point important aussi, et celui-là malheureusement il est souvent mal compris, c'est que la culture technique en fait émerge des pratiques et pas l'inverse. Notamment, vous avez tout un chapitre dans le très très bon livre Accelerate sur ce sujet, où ils ont effectivement pu voir que les pratiques permettaient d'amener une culture technique de l'excellence. Mais on ne pouvait pas décréter une culture technique de l'excellence. Donc ça ne sert à rien d'arriver dans une équipe, dans une entreprise, et de dire maintenant on va devenir meilleur, ou maintenant on va devenir craft, ou maintenant on va effectivement devenir clean coder ou je ne sais quoi. On ne peut pas, malheureusement, décréter une culture. On ne peut que la faire émerger de pratiques. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'au-delà de fournir du temps à corriger et à résorber le bordel qui a pu s'accumuler dans le code source, il faut aussi effectivement laisser du temps aux développeurs. Laisser du temps aux développeurs pour faire quoi? Laisser du temps aux développeurs pour éviter déjà l'apparition d'un syndrome assez énervant qui est le « on le corrigera plus tard ». Si vous laissez cette demi-journée de correction des problèmes et on va dire de soi-disant la dette technique qu'on s'est autorisé à avoir dans le logiciel, vous avez des développeurs qui se disent « bon ben là maintenant je peux faire un peu de la merde parce que de toute façon vendredi après-midi je pourrais revenir par ici et je mettrai tout ça au carré ». Ce qui se passe c'est qu'en fait généralement dans toute la semaine, ils ont accumulé tellement de bordel un peu partout que le vendredi, ils arrivent peut-être à corriger une demi-ligne et encore très souvent, ils vont plutôt passer cette demi-journée à aller lire des articles ou à aller regarder des conférences. Le deuxième problème, c'est que vous avez en fait toujours cette causalité, c'est que les mêmes causes ont les mêmes effets et que si vous laissez votre organisation simplement en fait corriger toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ce qui a pu dégénérer pendant ces 2 semaines, etc., vous êtes dans une espèce de boucle infernale où vous avez en fait les mêmes pratiques de développement qui se perpétuent et ce même temps qui est pris pour essayer d'endiguer le problème. C'est pourquoi en fait c'est plus intéressant dans beaucoup de situations de fournir plutôt un temps d'apprentissage aux développeurs, de leur donner en fait justement la possibilité d'acquérir ces nouvelles pratiques, de savoir enfin comment faire certaines choses, comment améliorer la façon dont ils écrivent leur code, comment améliorer la façon dont l'architecture logicielle est conçue. Et c'est en fournissant ce temps d'apprentissage et non pas un temps de « on va corriger le bordel qu'on a pu générer pendant les 2 dernières semaines » que l'on permet à une équipe de sortir progressivement de cette boucle où l'équipe passe son temps à générer des problèmes et en fait derrière a très peu de temps pour essayer de les résorber. Enfin, je pense que tout le monde l'a déjà vécu et tout le monde qui l'a déjà vécu a appris à s'en méfier. Le problème que l'on peut avoir aussi quand on s'attaque à ce genre de questions, c'est le refactoring Big Bang. C'est le refactoring qui est parti dans un petit endroit du logiciel et on s'est dit « ah ouais, mais tiens, ce truc, vu que ça utilise ce machin, je pourrais aussi en profiter pour aller le modifier. Et tiens, j'ai vu qu'il y avait ça qui l'appelait, ou ça a été un peu moche, donc je vais aussi aller en profiter pour aller corriger ce truc-là. » Et on se retrouve en fait à faire des petites modifications qui ne sont jamais terminées un peu partout dans le code source et à la fin, on a un code source qui ne marche plus du tout et on n'arrive plus à savoir pourquoi.
Et donc, c'est pour ça que, notamment, quand on part sur des pratiques de refactoring, il est important d'avoir des méthodes pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'arrête, et quel est le périmètre que l'on est censé avoir. Et pour ça, notamment, il y a une première méthode que j'aime beaucoup, qui s'appelle la méthode Mikado. La méthode Mikado, parce que tout simplement, souvent, quand on fait du refactoring dans un code source assez compliqué, on a l'impression de faire une partie de Mikado, où il faut réussir à retirer chaque pic sans que l'ensemble ne s'effondre. La méthode Mikado prend son nom de là, et l'idée est assez simple, c'est en fait tout simplement d'avoir un gestionnaire de source, un ordinateur pour coder, un crayon et du papier. C'est à peu près la seule chose dont vous avez besoin pour cette méthode. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de dire, OK, je pars de mon problème, et à partir de mon problème, je vais essayer de voir quelles sont les branches que je peux faire en termes d'expérimentation pour améliorer la situation. Et je vais me lancer dans une expérimentation. Et cette expérimentation, peut-être qu'elle va déclencher d'autres expérimentations nécessaires. Et donc, en fait, en traçant ce graphe, ça me permet de savoir où est-ce que je suis passé, où est-ce que je suis en train de partir, de me dire, attends, là, je suis en train de partir beaucoup trop loin dans le code source, c'est le temps que je m'arrête et que déjà, je termine cette expérimentation qui est en cours. Et puis, surtout, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et si jamais vous avez deux hypothèses, on va dire, où vous ne savez pas trop laquelle choisir, vous mettez les deux sur votre cahier, vous en testez une, et si elle ne marche pas, vous pourrez tester l'autre. Et donc, ça vous évite en fait de tenter de faire deux choses en même temps. Et puis surtout, n'oubliez pas d'utiliser votre gestionnaire de source pour supprimer toute votre expérimentation si celle-ci devait ne pas fonctionner. C'est le point le plus important de la méthode Mikado, et c'est souvent en fait le point que les gens oublient, c'est que cette méthode-là, elle marche uniquement si vous supprimez complètement vos expérimentations, si jamais celle-ci s'avère inefficace. Une deuxième méthode, quand on fait du refactoring, pour un petit peu cadrer tout ça et éviter de se retrouver dans la situation du Big Bang refactoring, c'est ce qu'on appelle les Golden Masters. Alors, les Golden Masters, c'est quoi? C'est en fait une forme de test d'intégration assez particulier. Et là-dessus, je vais de nouveau donner la parole à Michael Fizoff, qui a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle Working Effectively with Legacy Code, dans lequel vous avez énormément de ces pratiques qui sont justement décrites. Et ce qu'il indique, c'est que dans pratiquement n'importe quel système legacy, ce qui est plus important, c'est ce que le système fait, et non pas ce qu'il est censé faire. Et en fait, il se peut qu'avec le temps, le logiciel ne fasse plus vraiment ce qu'il était censé faire. Mais il a un comportement qui est devenu un petit peu à côté, mais qui est devenu le comportement attendu par tout le monde. Et donc, si vous faites du refactoring en remettant le bon comportement, le comportement attendu, en réalité, vous allez fâcher vos utilisateurs parce que eux, maintenant, ce qu'ils attendent, c'est un comportement qui n'est plus vraiment celui qui était censé apparaître. Et c'est pour ça, en fait, que ici, vous avez la possibilité d'utiliser ces Golden Master techniques qui consistent, en fait, tout simplement à créer un record de comment le système fonctionne aujourd'hui. C'est une sorte de test d'intégration, tout simplement, mais c'est un test d'intégration de l'existant. Donc, en fait, là, vous cherchez Golden Master Testing et vous allez trouver des outils pour à peu près tous les langages qui vous permettent, en fait, d'enregistrer la sortie d'un logiciel. Donc, à vous de voir un petit peu à quel niveau vous arrivez à avoir une sortie cohérente. Et ensuite, qui vont vous permettre de jouer votre nouveau code contre ces sorties et donc de voir si effectivement le code que vous avez modifié a toujours le même comportement attendu que l'ancien. Et enfin, la technique que je préfère, c'est la technique des hotspots. Et là, c'est un extrait vraiment du bouquin Software X-Ray, ou Your Code as a Crime Scene, par Adam Thornhill. Et dans ce bouquin, il a notamment une technique qui est très intéressante. Alors, il commence en fait par rappeler quelque chose qui, effectivement, est assez évident, mais qu'on a tendance à oublier. C'est que dans à peu près tous les projets, vous avez 20% des fichiers qui sont modifiés 80% du temps. La célèbre loi de Pareto. Mais en fait, dans le logiciel aussi, on la voit apparaître. Et très souvent, on a un petit set de fichiers qui sont modifiés très souvent. Donc ici, l'idée de la méthode des hotspots, c'est en fait de réussir à voir quelles sont les parties du logiciel qui sont modifiées le plus souvent et qui sont les plus complexes. Et donc pour ça, en fait, on va demander tout simplement à avoir ces deux métriques apparaître. On va les faire apparaître très souvent sous forme de deux axes. En fonction de la complexité du code, on va faire un rond qui est plus ou moins grand. Et en fonction de la fréquence à laquelle ce code est changé, on va augmenter les nuances de rouge. Et ça va vous permettre en fait d'obtenir, et là vous pouvez tout à fait aller voir justement Your Code as a Crime Scene de Adam Thornhill pour avoir le nom de cet outil, parce que j'ai oublié de le mettre, mais ça va vous donner en fait ce genre de visualisation très sympathique où vous arrivez en fait à tout simplement immédiatement identifier des zones où le refactoring doit être mené, parce que c'est des zones où très souvent on vient apporter des modifications, et c'est des zones en plus qui sont devenues très complexes. De cette manière, vous évitez de perdre énormément de temps sur un refactoring qui se ferait sur une partie du code qui, oui,
est complexe, mais qui en fait n'est quasiment jamais touché et donc qui marche très bien pour le moment. Et ça permet aussi effectivement de donner des éléments quand on vient discuter avec les parties prenantes du projet pour indiquer que oui, là on a vraiment un besoin de refactoring et que non, c'est pas juste ça marche, c'est qu'en fait très très souvent on doit revenir dans cette partie du code. Le fait que cette partie du code soit particulièrement complexe rend de manière assez systématique les modifications très longues, très complexes et douloureuses. Une fois qu'on a parlé de ces quelques stratégies au niveau du code, encore une fois, je ne vais pas parler des tactiques. Là, les tactiques, c'est connaître votre IDE, connaître les chemins de refactoring. Vous avez tout un bouquin qui est très très sympa qui s'appelle Refactoring, que d'ailleurs j'invite n'importe quel dev à lire, et qui va vous présenter toutes les tactiques que vous pouvez avoir. Et là, je pense qu'on peut carrément faire une formation de 2 jours sur ces sujets. Déjà ici, là, c'était de savoir comment stratégiquement on peut savoir où aller appliquer ces techniques. Maintenant, la question, c'est très bien au niveau du code, mais encore une fois, le code, c'est sympa, mais très souvent, le problème, il est au-delà du simple code source, il est au niveau du système. En fait, c'est le système d'information qui est devenu legacy, donc le code est legacy, mais en fait, l'intégralité du logiciel, l'intégralité du contexte dans lequel se trouve ce code est aussi legacy. Et là, le problème, très souvent, que l'on voit, c'est qu'il y a des équipes qui essayent de réappliquer les mêmes méthodologies, en fait, de refactoring à ces situations. Et malheureusement, quand je les vois faire, très souvent, c'est un petit peu l'impression que j'ai, c'est utiliser du scotch pour réparer des trucs qui se répétaient, c'est que c'est assez ennuyant et surtout c'est complètement inefficace. Et c'est pour ça qu'on a autant de projets de refactoring, en fait, qui, on va dire, épuisent des équipes de développement, c'est qu'en fait, le problème est tellement généralisé à l'ensemble du système d'information qu'on ne peut pas juste avoir une pratique de amélioration du code source. On est vraiment obligé là de repartir sur une pratique où il va falloir réécrire du code source. Et le problème, c'est qu'une fois que les entreprises ont compris qu'il fallait qu'elles réécrivent, eh bien, elles démarrent le projet de refonte. Et le problème du projet de refonte, c'est que c'est un projet qui, très souvent, est mis à la benne avant de partir en production. Et donc, ça permet de lancer le projet de refonte du projet de refonte, qui va aussi être mis à la benne, parce que tout simplement, il y a effectivement cette petite histoire, c'est le paradoxe de Zénon, que j'aime beaucoup, qui permet de très très bien le comprendre. Imaginez une course entre Achille et une tortue. Et ce qui se passe, c'est que Achille va 2 fois plus vite que la tortue. On pourrait se dire que très très rapidement, en fait, Achille va réussir à dépasser et massacrer la tortue à la course. Sauf que si Achille fait à chaque fois, en fait, 2 fois plus de distance que celle de arrive à faire à chaque fois, pardon, la moitié de la distance de la tortue qu'elle n'arrive en fait à faire précédemment, on arrive sur une situation où Achille se trouve toujours très légèrement en arrière par rapport à l'avancée de la tortue. Parce que tant que la tortue continue d'avancer, Achille se retrouve en fait à avoir ce temps de retard. Et même s'il a une bien plus grande vélocité, on a une suite qui va effectivement tendre vers l'infini, mais jamais Achille n'arrivera à dépasser cette tortue. Parce que simplement la tortue est en mouvement. Et c'est le problème avec vos projets de refonte. C'est que le projet Legacy, il est en mouvement. Et même s'il bouge de manière extrêmement lente, et même si de nouveaux projets a une vélocité bien supérieure, le fait que le projet soit constamment en train d'essayer de rattraper ce nouveau fonctionnel, ces petites modifications, on est exactement dans ce paradoxe de Zénon, où malheureusement, on a en fait une tentative qui va tendre vers l'infini, et où au bout d'un moment, en fait, les stakeholders du projet vont juste s'énerver et dire « mais si jamais on ne peut pas le mettre en prod, donnez-moi ça » et recommencer. Le problème, c'est que la fois suivante, on aura exactement le même résultat, et c'est absolument affreux à voir. Donc, ce que j'aime bien, en fait, et ce que j'ai tendance à conseiller, c'est ce que j'ai appelé la stratégie du vaisseau de Théseus. Alors, c'est en fait une stratégie, parce qu'en fait, ça vient d'un paradoxe philosophique qui est lié à savoir, en fait, est-ce qu'un objet dont on a remplacé toutes ses pièces est encore l'objet d'origine? En fait, il faut savoir qu'en Europe, quand on a des ruines, on aime bien les laisser sous forme de ruines, et on va dire faire en sorte que ça ne se ruine pas plus, on va donc conserver, mais on essaie de conserver avec ce qu'il y avait à l'époque. Mais dans les cultures asiatiques, ça n'est pas forcément le cas. Et là, par exemple, vous avez en fait une exposition d'un vaisseau amiral coréen qui a été construit dans les années 500 à 400 avant Jésus-Christ, a priori.
Non, pardon, c'est le paradoxe, date de l'époque de la Grèce antique. Ce vaisseau, je ne sais plus de quand il date. Mais toujours est-il, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce vaisseau amiral, à chaque fois qu'une pièce, en fait, se détériorait, elle était remplacée. Et donc, aujourd'hui, ce qui est présenté ici, c'est un vaisseau amiral qui n'a plus rien en commun avec le vaisseau amiral de l'époque. Pourtant, il a toujours la même forme. Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce que ce vaisseau est toujours le vaisseau d'origine? Et ça s'appelle en fait le paradoxe, enfin, ça s'appelle en fait la stratégie du vaisseau de Thésée, puisqu'en fait, c'est effectivement dans la Grèce antique qu'est apparu ce paradoxe, puisque la question, c'était en fait le temps que Thésée revienne, étant donné qu'il a remplacé progressivement toutes les pièces de son navire, est-ce que le navire avec lequel il revient est le même navire qu'avec celui avec lequel il est parti? Et c'est de là que vient effectivement cette question. Et vous avez ici la concrétisation de ce questionnement. Et donc, c'est pour ça en fait que j'ai tendance à proposer cette solution, c'est effectivement de faire un petit peu comme pour ce navire, de dire ok, très bien, on va peut-être conserver la forme, on va peut-être l'améliorer au passage, mais on va surtout remplacer progressivement les pièces une par une. Et pour ça, ce qui est très important, c'est d'aller retourner, aller voir votre business, d'aller retourner voir vos experts business, d'aller retourner voir vos experts, vos utilisateurs experts, afin de leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de ce que vous avez construit. Alors pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, en fait, le système legacy, très souvent, il s'est retrouvé dans une situation où on a perdu beaucoup d'informations. Et c'est un peu comme si vous essayez, en fait, de faire une cartographie du métro parisien actuel avec la cartographie de 1914. Alors c'est très intéressant, vous allez obtenir, on va dire, quelques indices sur des lignes qui peuvent encore exister, mais malheureusement, vous êtes très très loin de pouvoir travailler proprement à partir de là. Et donc c'est pour ça que c'est très important de repartir sur l'espace du problème, c'est-à-dire en fait de revenir poser la question de quel est le métier, quel est le business qui est censé être fourni par le logiciel en question. Et une fois que vous avez fait effectivement cette cartographie, alors c'est une cartographie, on n'a pas besoin, on va dire, d'avoir une méthodologie particulière ou d'aller sur des recherches très très compliquées. Hein. C'est vraiment de dire, ok, quelles sont les grandes fonctionnalités, quels sont les grands domaines que le logiciel est censé fournir. Est-ce qu'il y a un système de facturation? Oui, non. Est-ce que ce système de facturation génère par exemple des PDF? Voilà, on a un système de gestion d'une flotte de véhicules, par exemple, pour de la location. Donc, on doit facturer, on doit pouvoir réserver les véhicules, et donc on va tout simplement faire des patates pour chacun de ces éléments. Et une fois que vous avez fait des patates pour chacun de ces éléments, ou des post-it pour ceux qui préfèrent, vous demandez tout simplement aux différentes personnes qui utilisent le logiciel au quotidien de vous indiquer où se trouvent leurs pain points, où se trouvent les points sur lesquels ils ont des problèmes. Et vous pouvez aussi demander aux développeurs de le faire dans une autre couleur ou dans une couleur proche. Et ça vous permet en fait justement de cette manière de voir quelles sont les parties du logiciel qui ont besoin d'évolution. Et surtout, de savoir en fait d'un point de vue métier ce qui a besoin d'évolution et pas quelle partie du code source a besoin d'une évolution. C'est très souvent en fait justement on a perdu cette corrélation entre le métier et le code source et donc on ne sait plus vraiment où est exprimé le métier en question dans le code source. Et donc ça sert à rien en fait d'essayer de repartir du code source pour essayer de trouver comment est-ce qu'on va améliorer quelque chose parce que le métier s'est complètement dilué là-dedans. Donc il faut bien repartir du besoin métier et de dire ok, sur ce besoin métier on a besoin d'améliorer les choses. Une fois que c'est fait, on sélectionne un service, on va dire, qui est support, c'est-à-dire en fait un service qui est pas directement lié au business le plus central de la boîte. Ici, par exemple, si vous avez de la génération de factures qui est liée à de la facturation, eh bien, c'est un bon candidat, parce qu'en fait, c'est un candidat qui a peu de dépendance avec le reste du système. Il a une dépendance au système de facturation, mais normalement, il ne devrait pas avoir des dépendances trop violentes avec le reste du système. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis surtout, ne faites pas une erreur que je vois fréquemment, qui sont les gens qui partent avec leur système central, leur core business. Parce que tout simplement, pour eux, c'est le plus urgent, c'est là où il y a besoin de plus de changer les choses. Le problème, c'est qu'en fait, vos développeurs, ils vont avoir besoin d'entraînement. Et c'est mieux qu'ils s'entraînent sur des petits systèmes qui sont, on va dire, pas complètement central à votre business, plutôt que sur votre principal core business. Et en plus, c'est très souvent, vu que c'est au cœur du business, c'est les endroits où il y a le plus de dépendance avec le reste du système. Donc, si vous essayez ici de commencer à modifier les choses, vous avez en fait des problèmes de dépendance dans tous les sens. Et en plus, vous avez des développeurs qui ne savent pas encore avoir une approche justement pour remplacer pièce par pièce ce qui est en train de nécessiter une évolution. Et donc, vous allez à la catastrophe.
Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller chercher quelque chose qui se trouve plutôt à l'extérieur, quelque chose qui a plutôt peu de dépendance. Donc notamment si vous arrivez à faire des flèches entre ce machin a besoin de ce machin, vous sélectionnez un truc qui se trouve plutôt en fin, donc sous forme d'une feuille, et qui a assez peu de flèches vers lesquelles il part ou qui vont vers lui. Donc ça, je l'ai dit, ne démarrez pas avec votre core business, il y a beaucoup trop de dépendance, vos développeurs vont avoir besoin de traitement. Ensuite, il y a une deuxième chose que beaucoup d'entreprises font, parce qu'elles se sont dit, OK, très bien, on va faire une réécriture, on va dire, partielle, on va essayer de modifier pièce par pièce ce qui se passe. Et donc, elles se disent, très bien, je vais commencer par l'interface. Et ça, c'est très rigolo à voir, parce qu'en fait, ça vous donne des mainframes IBM, en fait, avec une interface Angular par-dessus. Donc, l'interface est un peu plus jolie, mais en fait, il y a toujours les mêmes problèmes au niveau du métier qu'on n'arrive pas à exprimer, sur lesquels on n'arrive pas à faire évoluer. Et ça, notamment, c'est lié au fait que très souvent, on s'amuse en fait à faire une tranche à l'horizontale dans le système, si on a notamment en fait une architecture en layer, parce que tout simplement, c'est ce qui est le plus simple. C'est ce qui est le plus simple, c'est là où les développeurs vont dire ouais, on va remplacer la génération de l'HTML par de l'Angular, ça va être sympa, en plus on peut le mettre sur notre CV. Le problème, c'est qu'en fait, vous n'avez absolument rien résolu. On se retrouve avec des problèmes qui sont affreux en termes de legacy et qui ont simplement en fait une interface shiny par-dessus. Le secteur de la banque, par exemple, adore ça. C'est pour ça qu'il faut absolument partir sur une approche où vous allez trancher l'intégralité des couches en même temps. Et c'est pour ça qu'on part notamment en fait sur une ère fonctionnelle. C'est vraiment pour dire on va réécrire l'intégralité du système de génération de factures, base de données comprise, pas juste l'interface de génération ou l'interface de visualisation. Il faut vraiment, vraiment partir pour trancher jusqu'à la base, parce que malheureusement, si vous n'allez pas comme ça, la persistance va revenir amener du legacy de partout dans votre logiciel. Une fois que vous avez fait ce slicing vertical, vous réécrivez. Alors là, encore une fois, malheureusement, je ne vais pas vous donner de tactique précise, mais l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir refournir un fonctionnel, on va dire, tel qu'il était attendu par le système existant. Le problème, très souvent, c'est que le système existant, il avait un besoin en termes de fonctionnel qui était quelque peu archaïque, ou du moins, justement, qui posait problème. Et donc, il ne faut surtout pas que vous contaminiez les nouvelles briques que vous êtes en train de construire par l'existant. Parce que sinon, tout simplement, vous allez avoir à peu près la même catégorie de problèmes qui va se repropager dans le tout nouveau code que vous venez de déployer. Et c'est là où arrive une pièce essentielle de ce genre de stratégie, une pièce d'ailleurs qui est souvent oubliée par les équipes qui sont en train de le faire, qui est ce qu'on appelle un anti-corruption layer. Donc, corruption au sens américain du terme, c'est-à-dire en fait, en gros, pourriture, il y a une corruption qui se propage en fait d'un fruit à l'autre, notamment quand vous avez de la pourriture qui apparaît. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est de dire l'ancien système qui est dans un mauvais état, il ne faut surtout pas que ce mauvais état vienne commencer à contaminer le nouveau système. Et donc pour ça, vous avez d'un côté une façade avec les API legacy, avec potentiellement de la persistance legacy. Donc rien ne vous empêche d'avoir un système d'ACL qui va écrire dans la base les données là où le système existant les écrivait. Et de l'autre côté, vous avez votre nouveau système qui fournit une API toute neuve, qui est adapté au métier tel qu'il est censé être fourni par cette brique logicielle. Et cet anti-corruption layer va fournir justement la jointure entre ces deux mondes et éviter que un des deux mondes en fait vienne contaminer l'autre. Et très souvent, en fait, c'est malheureusement le legacy qui vient contaminer le nouveau et pas l'inverse. Alors, ça c'est très important. Vous devez absolument, dans ce genre de projet, complètement séparer votre nouveau code de l'ancien. Vous n'avez jamais le droit de faire des appels directs du legacy vers le nouveau code, parce que c'est comme ça que ça démarre. Et vous ne devez surtout pas avoir des appels directs qui se font via la base de données, parce que très souvent, on voit dans ce genre de projet, on a un code tout nouveau, mais on va lire et écrire les données là où elles étaient avant dans le système. Et le problème, c'est que, en fait, via la persistance, vous avez vos problèmes qui vont recontaminer ce que vous venez de modifier. Et ça, c'est vraiment ce qui va tuer en fait tous vos efforts. C'est que vous avez progressivement le nouveau système qui se fait corrompre, malgré le fait que vous avez une nouvelle interface, malgré le fait que vous avez protégé via un anti-corruption layer votre nouveau système. Si ce nouveau système, en fait, il y a une dépendance qui se crée au niveau de la persistance, et bien malheureusement, vous pouvez être sûr que vous allez droit dans le mur. C'est pour ça que, là aussi, c'est l'anti-corruption layer qui est chargé d'aller
travailler avec les systèmes de persistance et non pas les systèmes qui vont travailler dans le système de persistance du copain. Bien sûr, cette technique, elle est aussi très utilisée pour se protéger d'API tierces, notamment si vous devez vous connecter à un partenaire qui, on va dire, a des API de pas très très bonne qualité ou des API qui, justement, en fait, ont tendance à ne pas être mis à jour très souvent ou à traîner des problèmes assez conséquents. Là aussi, ce genre de mécanisme vous permet de vous protéger de tout ça. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, très souvent, ce qu'il reste, entre guillemets, à faire, même si c'est déjà souvent un petit peu de boulot, c'est de remplacer l'ancien système par le nouveau en mettant cet anti-corruption layer et en branchant les nouvelles API. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez débrancher l'ancien système et le jeter. Alors bien sûr, il y a une condition, c'est que quand vous faites ça, vous n'ajoutez pas du fonctionnel dans l'ancien système. En tout cas, pas lié à ce métier. Mais ça ne vous empêche pas de faire évoluer le reste du système. Et c'est en ça que justement on ne se retrouve plus dans cette problématique du paradoxe de Zénon, c'est qu'en fait, on a dès le début dit attention là-dessus, vous arrêtez d'essayer de jouer à la tortue, on va vous rattraper, on va vous dépasser, on va pouvoir jeter, et ensuite on va s'attaquer à la suite. Alors bien sûr, au moment où on fait ça, il y a très souvent une grande crainte, c'est est-ce que mon nouveau système a bien les mêmes résultats que mon ancien? Parce que l'ancien, il n'est souvent pas testé, il y a souvent des petits problèmes, mais on sait qu'a priori, il marche. Et notamment, là, si on parle d'un système de génération de factures, par exemple, on veut savoir si jamais vous avez des calculs, par exemple, de réduction assez complexes, on aimerait bien savoir que le système de calcul des réductions fonctionne toujours. Est-ce qu'on a toujours les bonnes réductions pour les bonnes règles métiers? Et bien pour ça, en fait, vous pouvez utiliser une approche similaire à celle du Golden Master, simplement que là, c'est du temps réel. Et en fait, vous allez brancher les deux systèmes en parallèle. Simplement, au début, vous ne prenez pas en compte les retours du nouveau système, mais les retours du nouveau système, vous les enregistrez, enfin, vous les envoyez à un système qui va en fait tout simplement comparer ce qu'a fourni le nouveau système en termes d'output avec ce que fournit l'ancien système. Et dès que vous avez une différence entre ce que fournit l'ancien système et ce que va fournir le nouveau, et bien tout simplement, vous enregistrez de côté la différence en disant, bah alors là, dans cette situation, pour ces entrées-là, on vient de se rendre compte qu'en fait, l'ancien système avait calculé tel montant, et le nouveau, pour le coup, lui, en a calculé un différent. Et donc, ça vous permet effectivement comme ça de progressivement aller fixer les potentiels problèmes et être beaucoup plus serein quand vous allez débrancher l'ancien système. Et c'est pas très compliqué à mettre en place, hein, très sincèrement. Il suffit en fait d'avoir à peu près les mêmes sorties, ce qui est le cas normalement, puisque la sortie de l'autre côté de l'anti-corruption layer est censée être la même sortie que celle qu'a l'ancien système, et donc il vous suffit d'avoir un système qui va regarder ça. Et la sortie, ça peut être, j'ai écrit dans la base de données à un endroit spécifique. Donc il faut tout simplement en fait écrire dans une autre table, par exemple, que vous avez ajouté à côté, et vous avez un système qui régulièrement vient voir que les résultats sont les mêmes. Ça peut être aussi bête que ça. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous allez progressivement en fait, vous étendre. Et l'avantage, c'est que les développeurs vont progressivement prendre confiance. Ils vont progressivement en fait, savoir comment on applique une stratégie de réécriture. Et donc, ils vont pouvoir devenir de plus en plus efficaces et ils vont pouvoir commencer à s'attaquer à des morceaux de plus en plus centraux pour le business. Et vous continuez ça jusqu'à ce que vous ayez atteint le cœur. Et une fois que vous avez atteint le cœur, vous allez pouvoir réécrire votre cœur métier en ayant un système alors, qui n'est plus tout neuf, parce qu'il a aussi évolué de son côté, mais en tout cas qui est en bien meilleur état que celui de départ. Mais surtout, vous pouvez toujours avoir des parties de votre logiciel qui continuent à être du code legacy. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des parties en fait, où ça marche très bien depuis 10 ans, et en fait, il n'y a aucune modification qui est nécessaire. Et dans ce cas-là, pas la peine forcément, effectivement, de prendre le temps pour le moment. On les laisse là, elles ont leur système d'anti-corruption qui permet effectivement de dialoguer avec le nouveau, et tant que ça marche, ça marche. Mais les parties qui avaient besoin effectivement d'une belle reprise, elles par contre, elles ont pu être complètement réécrites. C'est quelque chose aussi qu'on connaît sous forme du pattern Strangler. C'est juste que je trouve que le vaisseau de Thésée, c'est plus sympa comme nom de stratégie de refactoring. Et donc c'est pour ça effectivement que je tendance à utiliser plutôt celle. Alors bien sûr, ce qui est très important là, c'est que vous avez besoin d'avoir des gens qui coordonnent ça au niveau du système. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir, notamment si vous avez 20 équipes, chaque équipe qui dans son coin se dit non, mais moi je vais commencer à réécrire ma partie. Là, vous avez besoin de gens qui coordonnent tout ça, parce que sinon vous allez aussi droit dans le mur. J'ai vu des boîtes en fait où justement toutes les équipes plus ou moins étaient en train d'essayer de faire la même chose en même temps. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est tout simplement que toutes les API étaient en train de changer en même temps, et donc ils ont pu tout jeter très très vite. Méfiez-vous d'un point qu'on appelle la dette fonctionnelle, qui est le fait en fait que les utilisateurs se sont habitués à un système qui produit de mauvais résultats.
qui ne fonctionne plus comme il est censé le fournir. Alors des fois, en fait, on va la garder parce que c'est comme ça que les gens font et qu'en fait, c'est devenu leur nouveau métier. Des fois, effectivement, par contre, il faut quand même modifier ça. Si vous êtes en train de calculer un taux d'imposition, par exemple, vous ne pouvez pas trop vous autoriser à avoir un système qui ne donne pas des résultats très très justes. Et enfin, le nouveau système là que vous avez créé, eh bien, ça a été justement l'occasion normalement de mettre en place une architecture logicielle où vous pouvez facilement supprimer les petites briques. Et de cette manière, vous aurez beaucoup moins de problèmes la prochaine fois à virer un de ces petits éléments et à le remplacer par un système qui fournit à nouveau les fonctionnalités demandées avec quelques améliorations et potentiellement effectivement de nouvelles fonctionnalités. Alors encore une fois, je le répète dans chacune de mes confs, je vais aussi le répéter maintenant, ça ne veut pas dire faire du microservice. Ça veut juste dire faire une architecture découplée, où effectivement tout le monde ne va pas dialoguer via la base de données et où on a des API claires qui ont été indiquées dans le code source. Les microservices, c'est une option de déploiement et on réserve ça à d'autres catégories de problèmes. Là, ça s'appelle juste faire de l'architecture logicielle, on va dire de bonne qualité, avec effectivement des composants qui ont un couplage faible entre eux. Pour aller plus loin, les différents bouquins que j'ai donnés au fur et à mesure de la con, donc vous avez The Mikado Method de Ola Elnestam et Daniel Brolun, vous avez Software Design X-Ray de Adam Thornhill et le précédent bouquin Your Code as a Crime Scene, très très bon aussi. Vous avez Working Effectively with Legacy Code de Michael Feather, Refactoring de Fowler, un bouquin sans doute plus utile à lire que Clean Code d'ailleurs, et Accelerate enfin, qui est un excellent bouquin justement pour comprendre comment une entreprise peut avoir de l'excellence technique en son sein et comment on peut amener une entreprise à avoir de l'excellence technique. Et encore une fois, ça passe par des pratiques et non pas par tenter d'imposer une culture ou de décréter. Et on va avoir une nouvelle culture dans l'entreprise. Je remercie effectivement aussi des gens avec qui j'ai pu échanger ces différentes années, qui m'ont aidé effectivement aussi à, on va dire, mettre en forme ces différentes idées, au moins dans ma tête. Voilà. Et encore une fois, merci à vous. Vous pouvez me retrouver à nouveau sur Twitter sur Lilobase. Je vais normalement mettre en ligne les slides de ceci. Je pense que la conférence a été finie, donc elle sera aussi mise à disposition sur l'Internet mondial. Et enfin, si vous avez des retours à faire sur la conférence, vous pouvez le faire sur l'outil Roti Express, soit directement via le lien qui s'est affiché, soit vous pouvez carrément vous amuser à scanner le QR code. On est moderne. Et ça vous permettra effectivement de redonner votre feedback potentiellement de manière anonyme. Donc voilà, même si vous avez des choses méchantes à dire, n'hésitez pas. Et merci à vous. Et je crois qu'il nous reste à peu près 5-10 minutes pour des questions-réponses. Merci. Donc on a quelques petites questions. Je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas forcément là ce matin, à droite de l'écran, vous avez une partie, vous avez un onglet Q&A. Là-dedans, vous pouvez poser des questions ou voter pour les questions qui sont déjà posées. Et nous, on va traiter, dans les quelques minutes qui nous restent, on va essayer de traiter celles qui ont le plus de votes. Donc la première, c'est d'après votre expérience, votre regard, est-ce que l'agilité ne nuit finalement pas à la propreté du code, car pression temporelle? Alors, en fait, ça c'est parce que justement, généralement, c'est des gens qui n'ont pas compris ce qu'était l'agilité. L'agilité, ça ne veut pas dire on pressurise temporairement les gens. Ça veut dire, en fait, normalement, on accepte en fait de pouvoir changer plus facilement l'existant. Mais ça ne veut pas dire qu'on essaie de produire plus. Ça veut dire en fait qu'on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui apporte le plus de valeur. Et c'est ça, en fait, souvent d'ailleurs l'erreur qui est faite. Et c'est ce qu'on répète sous forme de outcome versus output. L'objectif, c'est pas de réussir à sortir le plus de features possible dans un temps donné. L'objectif, c'est de réfléchir à quelle fonctionnalité on est censé sortir pour la prochaine itération, ou en tout cas dans les prochains jours ou semaines, qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur, en fait. Et donc, souvent, ça veut dire sortir moins de fonctionnels, justement. On choisit avec plus d'attention, donc au contraire, on ralentit, mais on commence à réfléchir de manière un peu plus stratégique à là où on va commencer à passer du temps à développer. Une petite deuxième question, oui, d'accord. Donc, quels indicateurs pertinents pouvons-nous utiliser pour mesurer la dette technique? Puis comment l'interpréter les interpréter les indicateurs pour aider à la décision?
Alors, en fait, l'indicateur le plus habituel, c'est le what the fuck émettre. Donc, c'est le nombre effectivement de what the fuck par minute sur un code source. Le problème, c'est que là, en fait, il n'y a que les développeurs qui sont en train de travailler sur ce code source qui, on va dire, peuvent, on va dire, vous donner des indications là-dessus. Donc, encore une fois, en fait, très souvent, l'utilisation, pour le refactoring en tout cas, des hotspots permet justement de, au moins, avoir une vision un peu plus claire de là où on pourrait aller. Ensuite, vous avez effectivement le fait de demander à vos utilisateurs là où se trouvent les plus gros problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, ou là où il y a en tout cas des besoins de modification assez conséquents. Et enfin, le mieux, en fait, tout simplement, c'est de faire confiance à son équipe de développement qui a souvent les deux mains là-dedans et donc qui sait assez précisément là où des efforts pourraient être menés. La question la plus votée maintenant, c'est comment amener les métiers et sponsors à percevoir l'importance du refactoring et de la dette technique. Arrêtez de leur mentir. Arrêtez de leur mentir dans le sens, arrêtez de leur dire ouais, on va le faire en 2 jours, quand vous savez pertinemment qu'en fait, ça va être une chien-lit absolue d'aller travailler sur ce code. Très souvent, le problème, il est là, en fait, c'est que vous avez une situation assez pernicieuse qui s'est mise en place, c'est que vous avez des développeurs qui, pour ne pas paraître mauvais, en fait, prennent des engagements auprès des stakeholders en disant ouais, t'inquiète, je vais te le faire en 3 jours, tout en sachant pertinemment qu'en fait, ils n'en ont aucune idée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 jours, ça se passe pas bien. Donc, en fait, le stakeholder, il se dit pourquoi est-ce qu'il m'avait dit que ça prend 3 jours et c'est toujours pas fini. Mais le stakeholder se dit de toute façon, j'ai l'habitude, ils savent pas tenir leurs engagements. Le problème, c'est que 2 semaines après, en fait, on n'est toujours pas sorti du bordel. Donc, le stakeholder, il commence à se dire, il est en train de me prendre pour un con. Et donc, mécaniquement, vous avez en fait un stakeholder qui se dit plus mes développeurs sont nuls, plutôt qu'on a un problème en fait de qualité du logiciel. Par contre, si dès le début, vous dites à votre stakeholder, vous n'avez aucune idée de combien de temps ça va prendre, parce que tout simplement, ce code source est dans un très très mauvais état, et au moins vous êtes clair dès le début, vous ne vous engagez pas de manière à la con, et ça va permettre au stakeholder de comprendre qu'il y a un problème de qualité. Et même si le stakeholder vous dit, mais donne-moi une estimation, autant lui dire, on en est absolument, on n'en a aucune idée. Donc peut-être ça va prendre 2 jours, peut-être ça va prendre 2 mois. Et entre ces 2 trucs, je ne peux pas te donner un machin cohérent. Et quand le stakeholder, il aura entendu ça 3, 4, 5, 20 fois, 200 fois, 1000 fois, en fait, je peux vous dire qu'il aura compris qu'il y a un problème et qu'il sera sensibilisé à la question. Parce que tout simplement, vous aurez rendu visible pour lui le fait qu'il y a un gros problème de temps et pas juste que ces développeurs sont des branques. Parce que sinon, c'est ce qu'il se dit. Il se dit, mon équipe de développement, c'est des branques. À chaque fois, il me dit, ça prend 2 jours, ça prend 2 semaines. Pas possible. Voilà. Et moi, je suis arrivé notamment une fois dans une boîte comme ça, où, premier jour, on me dit, moi, ça fait 2 ans, je ne sais pas ce que foutent mes équipes de développement. Voilà. Ça fait 2 ans, en fait, que moi, je ne vois rien sortir. Et qu'ils me disent, non, mais on a des problèmes de, ouais, mais là, ça va prendre 2 jours, machin, et en fait, ça fait 2 ans que c'est pas sorti. Donc, et pour eux, en fait, c'est juste que leur équipe de développement était nulle. Donc, ils voulaient que moi, je rende ces développeurs moins nuls. Le problème, c'est pas que c'était nul, c'était qu'en fait, leur code était devenu une immondice absolue, mais les développeurs n'osaient pas l'avouer. On se fait une petite dernière pour la route. Vous parlez de temps d'apprentissage. Il y a une question qui sort un peu du lot qui dit est-ce que tu as des conseils pour des méthodes d'apprentissage en équipe qui semblent aller? Ouais, ça s'appelle le mob programming. C'est en fait tout le monde code en même temps sur le même code. C'est le plus efficace en fait parce que ça sert à rien de partir en mode on va vous faire une formation théorique sur un sujet, etc. Le mieux en fait c'est de pratiquer ensemble sur une problématique commune. Déjà ça permet de mettre des cerveaux en commun. Ça permet d'être souvent plus intelligent que tout seul. Donc ça, c'est pas mal. Le mieux, c'est d'avoir des seniors qui peuvent effectivement fournir un petit peu un lead dans ce genre de session pour pouvoir donner un petit peu une direction. Mais même sans senior, le mob programming, au moment, ça permet que les gens dialoguent entre eux. Voilà. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez, hein, mais à la fois dans cette situation où vous avez en fait des gens qui doivent travailler ensemble et donc en fait un petit peu proposer chacun des façons un peu d'améliorer les choses, des nouvelles façons de faire, ou précédemment en fait le fait de pouvoir dire aux stakeholders qu'au fait on n'est pas dans une situation où on maîtrise en fait les temps de développement. Dans ces 2 cas, il y a quelque chose qui est très très important dont je ne vais pas du tout parler dans la conf, mais je sais que ça sera abordé notamment demain. Mais c'est en fait ce qu'on appelle la sécurité psychologique des individus. En fait, il faut que les gens se sentent à l'aise de pouvoir en fait simplement discuter avec le reste de l'équipe, discuter avec les stakeholders. Si vous n'avez pas ça, là vous n'avez même pas un problème de dette technique ou un problème
de code legacy. Vous avez juste un problème, en fait, que votre environnement de travail, que votre entreprise, elle est toxique. Et là, en fait, le mieux, c'est de se barrer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi bien avoir ça en tête. Je ne dis pas qu'il faut se barrer quand il y a des problèmes au niveau technique, au contraire. Mais par contre, si vous êtes dans un environnement de travail toxique, là, malheureusement, souvent, c'est mieux pour sa santé mentale de ne pas y rester. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup.